Bonjour à tous, donc merci d'être présents. Alors je m'appelle Éric Chaumillon, effectivement je suis enseignant-chercheur à La Rochelle Université. Ma spécialité c'est la géologie marine et depuis plus de 20 ans j'ai concentré mon attention sur les littoraux. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que c'est mon métier? C'est effectivement d'enseigner, donc ça me donne, on va dire, cette ouverture vers la culturation des esprits, on va dire, puisque j'enseigne depuis le doctorat, mais jusqu'à la première année d'université. Donc c'est des jeunes qui sortent du lycée, qui ne connaissent pas grand-chose sur les géosciences marines. Puis je fais aussi de la recherche, donc là c'est au plus haut niveau scientifique, donc des publications qu'on écrit en anglais, etc. Et quand on fait des publications, quand on écrit une introduction d'article, on doit être complètement dans l'état de l'art, c'est-à-dire connaître tout ce qui est fait dans le domaine qu'on étudie. Et à force de lire des états de l'art, à force de faire des cours avec des étudiants de première année, à force de faire des conférences grand public, je me suis aperçu qu'il y avait un écart, un gouffre entre la connaissance scientifique et ce qui était dans les esprits à la fois des jeunes de première année d'université et puis du grand public. Comme si, deux plaques tectoniques se séparaient comme ça. Et donc ça, je trouve ça particulièrement inquiétant parce que dans notre société, on doit vivre ensemble, partager et puis prendre des décisions ensemble qui ne vont pas être faciles avec le changement climatique. Et cette dérive, je trouve particulièrement inquiétante. C'est une dérive qu'on constate aussi dans le monde politique. Et voilà. Alors à partir de là, moi étant scientifique, alors c'est pas mon avis, c'est pas l'avis d'Éric Chaumillon, on s'en fiche de l'avis d'Éric Chaumillon. C'est l'avis de la communauté scientifique. Donc la communauté scientifique, c'est des milliers de gens qui sont pas tous copains, qui sont plutôt en concurrence avec des règles du jeu qui sont assez saines, qui sont la concurrence du monde scientifique, c'est-à-dire que tout le monde ne peut plus publier. Donc, si vous voulez publier dans un beau journal, il faut avoir des bons résultats, il faut que ça soit bien présenté. Et donc, il y a la course à cette publication qui fait qu'il y a une compétition. Mais néanmoins, malgré cette compétition, il y a un certain nombre de choses qui sont admises par la communauté. On appelle ça de la science, qu'il ne faut pas confondre avec la recherche. C'est-à-dire que la recherche, c'est le doute permanent. Justement, on a des projets parce qu'on ne sait pas, on voudrait comprendre. Et la science, c'est les choses qui sont admises. C'est le genre de choses où on ne se dit pas tous les lundis matins en rentrant au laboratoire, finalement, j'y crois plus. D'accord ? Voilà. Donc voilà, ça c'était mon introduction. Alors du coup, en matière d'environnement, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. En fait, moi je suis ça quotidiennement dans les publications, je pense qu'il y a même quasiment que des mauvaises nouvelles. Alors, voilà, il faut vivre avec ça quand on est scientifique, c'est pas forcément simple. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de collègues qui le vivent très très mal, et je pense que ça va être croissant. Et néanmoins, pour parler au grand public, et puis alors bon voilà, vous n'êtes pas un grand public, vous n'êtes pas très nombreux, mais disons pour parler au public, on est bien conscient qu'on ne peut pas se permettre simplement de lister des mauvaises nouvelles parce que psychologiquement, il y a des ressorts qui font que ça va aller vers l'immobilisme et puis on va dire au final, tant pis, on s'en fout quoi. Finalement, la très mauvaise nouvelle qu'on partage tous, c'est que bientôt on va disparaître. Et ça ne nous empêche pas de vivre, on est bien d'accord. Et donc là, je fais un peu le parallèle en me disant, effectivement, on a un horizon à mauvaise nouvelle, et puis pour autant, on continue à vivre. Alors comment allier tout ça? Donc voilà, moi, j'ai beaucoup réfléchi. À un moment donné, donc, je travaillais avec le parc naturel régional du Marais Poitevin. Ils m'ont dit, Éric, tu vas faire une conférence grand public. Et là, ce jour-là, j'ai dit non. Non, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire pour un certain nombre de raisons. D'abord, souvent, il n'y a pas grand monde, donc je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Deux, c'est souvent des personnes âgées le soir. Alors, j'ai rien contre les personnes âgées, mais les problématiques, changement climatique et les décisions qui devront être prises, elles sont sur des horizons de plusieurs décennies. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait aussi des jeunes.
Et puis en plus, à la fin de la soirée, je revis toujours la même scène, c'est-à-dire après avoir listé les mauvaises nouvelles, tout le monde est un peu plombé, et je rentre chez moi aussi plombé, et en fait, je trouve que c'est pas bon. Et donc du coup, l'idée est venue, alors voilà, de faire ce qu'on a... On a inventé un concept qu'on appelle le show scientifique, donc on l'a fait hier soir. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien en fait, c'est un espèce de trio. Voilà, donc c'est sur l'affiche, là, il y a un acteur. Donc lui, c'est un humoriste professionnel, il travaille à la télé, il travaille dans l'émission C'est toujours pas sorcier. Il y a un dessinateur professionnel de presse qui s'appelle Guillaume Bouzard, qui était président du festival de la BD Angoulême. Et puis il y a moi. Et donc il y a une espèce de triangulaire comme ça, avec deux personnes qui sont dans l'humour et moi qui est dans le fait scientifique. Ça me permet, moi, de rester sur mon sillon scientifique, c'est-à-dire que je ne donne que les faits scientifiques, et puis après, libre à eux de, voilà, de dire un petit peu ce qu'ils pensent ou de mettre des traits d'humour. Alors, bon, on l'a fait un certain nombre de fois, vous avez les villes qui sont listées. Alors évidemment, on était passé à France Inter, à la Terre au carré, au début de cette aventure, c'était avant la crise Covid, et Mathieu Vidard m'avait dit « Ah oui, c'est le Poitou-Tours ». Donc c'était un petit peu la blague du Parisien. J'avais à la fois apprécié, puis en même temps, j'ai hâte de lui montrer que ça va au-delà de la région Poitou-Charentes. Donc bon, bah voilà, on a fait le show une fois en Vendée, pardon, à Narbonne. Bon, est-ce que ça fonctionne? Alors on a fait beaucoup de salles avec beaucoup de monde, des centaines de personnes, donc c'est plutôt très positif. Et il se passe quelque chose de très intéressant à la fin du show, c'est que en général, eh bien, on a un espace, puisque après on a fait des livres à partir de là. Voilà, donc ça c'est le deuxième show. Et donc on vend les livres, et donc alors bon, c'est des livres qui sont coédités avec le PNR du Marais Poitevin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Nous, on a été chercher de l'argent. Moi, c'est vraiment, en tant que chercheur, c'est la première de mes qualités, c'est d'aller chercher des sous. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Vous savez, on est fonctionnaire, mais c'est juste notre salaire qui est payé, hein. C'est-à-dire, si vous ne bougez pas, vous n'aurez rien d'autre que votre salaire. Donc, pour faire de la recherche avec rien, faut avoir vraiment des bonnes idées, mais en fait, c'est juste pas possible. Donc voilà, on est habitué à chercher des sous. Donc là, on a été chercher des sous. Donc c'est des bouquins qui ont bénéficié d'aide, ce qui fait qu'à 19 €, c'est imbattable, hein, puisque c'est le prix d'un roman sans illustration, alors que là, il y a beaucoup d'illustrations, papier glacé, machin, etc. Voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ces conférences? Il se passe quelque chose qui, pour moi, est le succès, c'est-à-dire qu'on voit les gens qui sont heureux, alors qu'on n'a pas annoncé forcément que des bonnes nouvelles, qui ont envie d'échanger, qui ont envie de discuter, qui se sont rassemblés, qui ont ri ensemble, qui n'ont pas toujours forcément les mêmes idées, mais qui sont rassemblés pour une fois. Voilà. Et donc je pense que c'est ça l'objectif. Voilà. Alors on m'a demandé aussi de parler de la place des scientifiques dans la prise de décision. Alors là, pour vous expliquer clairement comment ça se passe, donc enseignant-chercheur, c'est déjà, comme son nom l'indique, une position qui est un petit peu complexe, hein, puisqu'il faut enseigner et faire de la recherche, et il y a forcément, des fois dans les journées, l'emploi du temps, une activité qui prend le pas sur l'autre, mais bref, on essaie de gérer. Et on a vocation aussi dans nos fonctions, là, quand on est professeur en particulier, de diffuser la culture et puis de participer voilà, aux prises de décision. Donc on peut accepter d'être dans des conseils scientifiques, donc j'en suis dans 3. Vous voyez, c'est affiché, l'estuaire de la Gironde, le PNR du Marais Poitevin et le parc marin. Donc là, on prend vraiment des décisions. Alors, on prend des décisions, oui et non. C'est-à-dire que dans le cas du parc de l'estuaire de la Gironde, donc c'est l'icône qui est en gauche là, on doit donner des avis. Donc, avis scientifique, est-ce qu'on continue à draguer du sable, à extraire du sable dans la Gironde? Est-ce qu'il est légitime de continuer à draguer la vase dans certains secteurs où il y a des polluants, etc. etc. D'accord? Donc on donne vraiment un avis. Sur le PNR Marais Poitevin, c'est un fonctionnement qui ressemble un petit peu. Par contre, dans l'estuaire de la Gironde, là, on peut donner ce qu'on appelle des avis conformes, c'est-à-dire s'opposer à des aménagements. Voilà. Donc là, on a un rôle
d'aide à la décision, je pense, qui est claire. Et puis, de temps en temps, on est sollicité par les élus. Alors, à plusieurs niveaux. Donc là, j'ai mis 3 niveaux qui me semblaient assez complémentaires. Donc, les universités de la biodiversité, c'est Madame Tufnel, c'est une députée qui est à Rochefort, dans la circonscription. On a été sollicité aussi des fois à l'Assemblée nationale, en particulier par les élus qui s'occupent d'environnement. Puis des fois, il y a un événement un petit peu plus exceptionnel. Donc, il y avait eu le G7 à Biarritz. Donc, le président de région nous avait demandé de faire un rapport pour le président Macron sur les littoraux. Voilà. Et donc, on espère que ces rapports sont lus et que, voilà, que ça aide à la décision. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors après, oui, je crois que j'avais mis une diapo, mais qui est incomplète sur la couverture presse. Donc, j'essaie aussi d'être présent sur les médias parce que dans beaucoup de médias, on voit que sur des sujets qui réclameraient de la compétence scientifique, il n'y a pas du tout des scientifiques. C'est vraiment quotidien. Moi, je suis ça sur les réseaux, là. Constamment, il y a les infos comme quoi, sur tel plateau télé, on parlait de, je dis n'importe quoi, des réserves d'eau, des barrages, d'élévation du niveau des mers. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout compétents, en fait, qui sont sur les plateaux. Alors, bon, je prétends pas changer les choses, mais au moins, quand on me demande, j'essaie d'être présent pour qu'au moins un avis scientifique soit donné. Voilà, je vous remercie. Donc, on va passer aux échanges. Oui, merci. J'ai une petite question pour commencer. Quand vous avez cité l'Assemblée nationale, le G7, est-ce que parfois dans vos interlocuteurs qui sont des décideurs, il y a des gens qui vous disent, bon, ok, maintenant j'ai compris votre message, grâce à vous c'est mieux compris, mais moi je ne peux pas le dire comme vous le dites, et on peut pas, enfin moi en tant que décideur, je ne peux pas m'exprimer comme ceci. Est-ce que c'est un obstacle que vous rencontrez? Ouais, c'est clair, ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Alors, je ne donnerai pas de nom. Un jour, on était sur une réunion comme ça, et je me suis dit, waouh, ce politique, il a un discours qui est assez en rupture. Et donc, après, il y a un pot. Donc, je vais le voir. Je lui dis, écoutez, votre discours m'a interpellé. C'est rare que j'entende ça. Et du coup, je trouve que vous êtes un petit peu en rupture par rapport à des décisions qui sont prises. J'essaie d'être le plus neutre possible pour que vous ne deviniez rien du tout. Et puis, bon, bref, j'ai pas vraiment la réponse que j'attends par rapport à cette espèce de dichotomie qu'il y a entre le message que j'ai entendu, qui était plutôt destiné à une assemblée de scientifiques et de gestionnaires d'espaces naturels, et des discours que j'entendais au grand public. Et puis je suis revenu le voir après pendant ce moment d'échange et de convivialité. Puis il m'a dit, mais monsieur Chaumillon, je ne peux pas dire des choses comme ça au grand public. Sinon demain, je suis viré. Voilà. Donc, voilà, je suis très honnête, moi. Donc comme je n'ai pas dit de non, je pense que il n'y aura aucune conséquence derrière ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que... Alors ça amène à une autre réflexion, c'est que les élus, on les critique beaucoup. On dit, ouais, ils sont pas courageux. Moi, par exemple, dans un article scientifique que j'ai lu récemment, on a étudié la capacité de mettre en œuvre les solutions fondées sur la nature dans des villes. Donc, on a dit, quels sont les verrous, on a listé les verrous pour la mise en place de ces solutions fondées sur la nature. Et après, on les a classés. Donc, c'est une étude scientifique, je ne rentrerai pas trop dans les détails sur la méthodologie. En plus, c'est des choses que je maîtrise mal, enfin, c'est pas du tout ma spécialité. Et parmi les raisons à l'ordre 1, c'était le manque de courage politique. Et par exemple, l'argent, on dit toujours qu'il n'y a pas assez de sous. Alors ça, l'argent arrivait vraiment en queue de peloton. Et donc du coup, on se dit, il y a un manque de courage politique, mais en même temps, on a les élus qu'on mérite. C'est-à-dire que si l'élu est en rupture et puis que le peuple ne suit pas, on sait ce qui va se passer, il ne sera pas élu la prochaine fois. Donc là, je crois qu'il y a une responsabilité partagée. C'est-à-dire qu'avant de dire ouais, c'est la faute des élus, il faut aussi un petit peu se regarder soi et de se dire qu'est-ce qu'on est capable de suivre en fait. Une question par rapport au show et la mer monte, où c'est vrai qu'on rit beaucoup en regardant le show, on apprend beaucoup aussi, je pense que c'est vraiment le but. Il y a des passages aussi qui sont un peu plus durs, un peu plus graves. Est-ce que quand vous l'avez écrit, il y a des choses où vous vous êtes dit ça c'est trop sérieux pour qu'on fasse une blague sur ce sujet-là, ou au contraire des choses où vous êtes
dit peut-être que là il faut un peu édulcorer parce que voilà, il ne faut pas non plus trop plomber le public. Est-ce que vous avez une sorte de censure dans un sens ou dans l'autre à moment de l'écriture? Ah non, moi j'ai pas du tout de censure. J'essaie d'être, voilà, une des qualités, c'est pas la qualité du scientifique, hein. Je vous encourage à suivre les conférences d'Étienne Klein, là, qui est philosophe des sciences, vous le connaissez peut-être, qui décline ça très bien. Une des qualités essentielles du scientifique, c'est d'être honnête. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait notre travail. Moi, quand j'expertise les articles des collègues et quand je me fais expertiser, ce qu'on cherche, c'est de voir si l'honnêteté intellectuelle est bien là. Alors l'honnêteté intellectuelle, c'est j'ai observé, clac, on change de chapitre, et je pense que à partir de mes observations. Les observations, elles ne changeront pas. La discussion, le pourquoi du comment, ça changera. D'accord ? Donc les faits, les observations, ça, moi, tout ce que je peux dire, je le dis. Voilà. Après, les blagues, justement, ce que j'aime, c'est que je laisse complètement libre mes acolytes. Donc, si ils font des blagues qui font grincer les dents, eh ben, j'ai envie de dire, c'est leur responsabilité. Alors après, on pourra toujours dire, bah, t'avais qu'à pas t'associer avec eux. Mais voilà, enfin, je trouve que là, la liberté artistique, elle est complète. Voilà. Merci beaucoup. Et puis bon, le Poitou-Tours, mais c'est quand même une chance pour les habitants du territoire d'avoir souvent ce spectacle. Et si certains d'entre vous n'ont pas pu le voir hier, j'espère qu'ils auront d'autres occasions parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup et en plus, on apprend en passant un moment agréable. Voilà. Merci beaucoup, Merci. M. Chaumillon.